Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un remaniement pour la continuité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est reconduit et le frère du président qui devient vice-premier ministre en ce jour du premier Conseil des ministres. Les explications sont à suivre. Nous irons sur place. La crise scolaire qui s'enlise au Gabon alors que les enseignants sont en grève depuis le début de l'année et que le dialogue est bloqué, un événement a jeté de l'huile sur le feu, l'arrestation de 2 figures historiques du syndicalisme étudiant. Explication à suivre. Et notre focus de ce samedi soir s'intéresse à la migration. Sur les traces de ceux qui partent, 8 auteurs, dont des sans-papiers africains, signent une bande dessinée collective intitulée Idées noires, publiée chez Frémok. Elle raconte l'immigration depuis l'intérieur, exil, attente, contrôle, mais aussi solidarité. Nous entendrons 2 des auteurs de la bande dessinée. On ouvre ce journal par la politique ivoirienne. Robert Begré-Mabé a été reconduit au poste de Premier ministre. La Côte d'Ivoire dévoile son nouveau gouvernement. Peu de changements, mais quelques nouvelles figures, dont le frère du président, Téné Ibrahima Ouattara, dit photocopie pour sa ressemblance avec son frère. Le premier Conseil des ministres est donc tenu aujourd'hui et le président prévient qu'aucune dérive ne sera tolérée. Les détails avec Makamara à Abidjan. Le président Alassane Ouattara reste fidèle à la même équipe. S'il y a peu de nouveaux visages pour ce nouveau gouvernement, le changement majeur vient de la création du poste de vice-premier ministre qui sera occupé par le frère du président Téné Ibrahima Ouattara qui garde le portefeuille de la défense. Pour certains observateurs, c'est un poste taillé sur mesure, une sorte de tutelle royale. Autre changement remarqué, le départ du ministre d'État à la tête de l'agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, était dans tous les gouvernements depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011. Pour le reste, il s'appuie sur ses fidèles comme le général Vagondo Diomandé, discret mais influent, qui reste à la sécurité et à l'intérieur. Mamadou Touré est maintenu à la promotion de la jeunesse et Jean Sansan Kambilé à la justice. De nouveaux visages apparaissent également issus du public et du privé, comme le directeur du port d'Abidjan, Ian Yakoubassié, ou l'ancien patron de MTN, Djibril Ouattara. Selon des diplomates avec qui nous avons pu échanger, c'est le signe que le pouvoir se prépare à un renouvellement progressif. On passe au Gabon où la crise scolaire s'enlise. Pas de cours dans les établissements publics depuis le début de l'année. Les enseignants revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Le mouvement est néanmoins fracturé et le dialogue bloqué. Et un nouvel élément jette de l'huile sur le feu, l'incarcération de 2 figures historiques du syndicalisme enseignant. Leur sort judiciaire reste déterminant pour la suite de la crise. Des précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzé. À l'initiative de cette grève qui paralyse les écoles au Gabon, le mouvement SOS Éducation. Cette crise qui dure depuis le début de l'année connaît aujourd'hui un tournant majeur. Une frange du mouvement négocie la reprise des cours avec les autorités, mais une base plus radicale campe sur ses positions. Elle réclame la satisfaction intégrale de ses doléances avant toute reprise du travail. Lors d'une assemblée générale à Libreville, elle a réitéré ses préalables. Nous avons des enseignants précarisés qui ont été enfermés par solidarité. Nous ne pouvons pas regagner les cours tant qu'ils sont dans les geôles. Nous avons des enseignants qui sont bénévoles depuis pratiquement plus de 12 ans et qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans leur lieu de travail puisqu'ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est important de regarder tous ces pans-là afin que nous puissions retourner dans les salles de classe. Parmi les priorités affichées, la régularisation des situations administratives et financières de nouveaux enseignants et le rappel solde. De son côté, le gouvernement estime avoir satisfait plusieurs revendications. La ministre de l'Éducation nationale, Camélia Antetoum-Leclerc, rappelle l'urgence de sauver l'année scolaire. Il y a eu des avancées sur tout ce qui est titularisation, régularisation des situations administratives dans l'ensemble, avancement, reclassement après stage. Tout le monde a fait un pas en avant. Nous comprenons la colère des enseignants. Ce sont des revendications
revendications qui sont légitimes et qui datent. Mais cette fois-ci, le gouvernement et le président de la République lui-même s'est engagé. Donc il faut que les uns et les autres regagnent ça. Chaque jour perdu hypothèque un peu plus l'avenir des milliers d'élèves gabonais. Dans l'espoir de débloquer la situation, l'Assemblée nationale ouvrira des discussions dès la semaine prochaine avec un comité désigné par SOS Éducation. L'objectif de cette rencontre bipartite, envisager la signature d'un protocole d'accord pour sortir de la crise. En Centrafrique, l'insécurité est persistante dans le sud-est du pays, entrave gravement l'accès à l'aide humanitaire. Plus de 23 000 personnes se retrouvent privées de toute assistance en raison d'affrontements entre un groupe armé local et des forces gouvernementales appuyées par leurs alliés russes du groupe Wagner. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Cyril Jefferson Yapandé. Depuis plusieurs mois, l'axe Zemio-Rafaï dans le sud-est de la Centrafrique est totalement coupé du reste du pays. La zone est le théâtre de violents affrontements opposant les miliciens armés Azandé Anikpigbe aux forces armées centrafricaines soutenues par leurs alliés russes du groupe Wagner. Cette situation rend impossible l'acheminement de l'aide humanitaire vers les populations de Zemio et de Rafaï fortement dépendantes de cette assistance. Si des milliers de personnes se sont réfugiées au-delà des frontières, notamment en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, près de 2000 déplacés, faute de moyens ou de familles d'accueil, ont trouvé refuge sur le site de l'église catholique et de l'hôpital de Zemio. Selon des sources religieuses locales, les conditions de vie sur cette site sont extrêmement précaires. Les déplacés font face à de graves pénuries de vivres, l'eau et de médicaments, dans un contexte sanitaire de plus en plus alarmant. Dans un communiqué publié le 14 janvier dernier, le Comité international de la Croix-Rouge souligne que la crise humanitaire est aggravée par l'enclavement de la région. Les organisations humanitaires doivent recourir exclusivement à la voie aérienne pour acheminer les secours. Face à cette situation, plusieurs observateurs appellent les autorités centrafricaines à aller au-delà de la seule réponse militaire. Ils plaident pour une approche globale s'attaquant aux causes profondes du conflit, notamment le sentiment d'abandon exprimé par les populations locales vis-à-vis du pouvoir central de Bangui. Et notre focus de ce samedi soir s'intéresse à ceux qui partent, à ces hommes, ces femmes, africains pour la plupart, qui quittent leur pays dans l'espoir d'un avenir meilleur et se retrouvent confrontés aux réalités brutales des frontières et de l'administration. Des parcours invisibles, faits d'attente, de silence, de lutte pour exister. Une bande dessinée collective Idées Noires donne la parole à ceux qu'on entend rarement, des sans-papiers africains qui racontent eux-mêmes leur exil. C'est une autre façon d'aborder l'immigration ce soir. Et pour en parler, on reçoit deux membres du collectif Baraka Graphica. Merci à vous d'être avec nous, Margot Peram et Alberto Isifine Chama. Voilà, merci à vous deux. Je voudrais commencer par Margot, justement, Préram. Dites-nous comment est née tout simplement cette bande dessinée. Alors, cette bande dessinée est née à la faveur d'ateliers de dessin qui ont lieu dans cette pièce, là où nous sommes maintenant, qui est une pièce de l'occupation de la Voix des sans-papiers, donc le collectif de militants dont Alberto fait partie. Donc ça a commencé par des ateliers de dessin sans vraiment de but très précis, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et puis, progressivement, et avec l'aide de Thierry Van Hasselt, qui nous suit depuis le début sur le projet, après quelques magazines de plus petit format, ça s'est concrétisé par l'édition de cette bande dessinée. De cette bande dessinée. Pardon ? Oui, allez-y. Oui, non, désolé, il y a eu un petit décalage de son. Oui. J'ai terminé. Ok. Alors, j'aimerais entendre Alberto Chama à présent parce que souvent, effectivement, les sans-papiers, on ne les entend pas parler directement. Là, c'est ce qui change dans cette bande dessinée. Qu'est-ce que ça change pour vous, justement, quand ce sont les sans-papiers eux-mêmes qui écrivent et qui dessinent leur récit ? Justement, et comme vous le dites, en tant que personne sans papier, et ici
en Belgique. Et ça fait des années, on a, avec notre collectif, le fait d'avoir participé aussi écrire notre histoire et de le faire dessiner aussi en tant que personne concernée et des sans-papiers, c'est une fierté à savoir qu'il y ait cette histoire, qu'on peut laisser la trace aussi, quelle que soit la situation administrative qu'on a ici en Belgique. Mais on continue à lutter, à savoir quand même montrer notre compétence et la capacité aussi qu'on a et sur place et dans ces pays-là. Mais surtout, laisser l'exemple aussi pour tous les pays européens. Il y a d'autres migrants aussi qui se trouvent dans d'autres pays. Et pourquoi pas d'avoir montré cet exemplaire aussi à d'autres étrangers qui se trouvent en Europe ici. On vous entend très bien. Une chose qui frappe, moi je vais vous dire par exemple ce qui m'a plu dans la bande dessinée au départ, c'est vraiment au début de chaque histoire, il y a un passeport qui est dessiné de chaque personnage, et j'ai beaucoup aimé ça parce que finalement on parle de sans-papiers, mais ils ont des papiers. Ils n'ont pas peut-être des papiers européens pour exister, mais ils existent. C'est comme si en faisant ça, vous leur rendez une part de leur humanité. Est-ce que ça aussi c'était important pour vous? Ben oui, si on parle des passeports, donc on a déjà notre passeport de notre pays, mais ici, le système mis en place, c'est juste ça aussi, qu'avec un nom nommé ici, une personne étrangère, on le considère, on le nomme un nom qui soit disant que ouais, vous êtes des sans-papiers, mais nous sommes tous des personnes avec le papier. Et ben, c'est pour ça aussi qu'on a mis notre passeport, et ça montre aussi que si vous nous dites qu'on n'a pas de papier, mais nous, on a notre papier. Voilà, vous avez des papiers, peut-être pas les papiers estampillés européens ou autres, mais en tout cas, vous avez des papiers. Margot Perham, j'aimerais vous entendre sur visuellement. La bande dessinée est néanmoins variée, même si on voit une unité grâce au noir et blanc. Comment vous avez travaillé à plusieurs mains? Il y a 8 auteurs. Est-ce que cette diversité de styles, c'était aussi fait exprès pour refléter quelque part la diversité des parcours? Oui, alors comme je disais, la bande dessinée n'est pas pas tout à fait notre premier travail tous ensemble. Donc on a eu le temps de trouver notre style, je vais dire, par le biais d'autres publications plus artisanales. Et effectivement, quasiment sur chaque page, les 8 personnes ont dessiné. C'est assez naturel entre nous. On décide pas forcément à l'avance de qui va dessiner quoi. C'est un peu sur le moment avec les envies de chacun. Et effectivement, oui, le crayon permet d'avoir une unité quand les éléments pourraient être un peu contrastés les uns des autres. L'ajout des volumes, des ombres, etc., crée l'unité des différents éléments. Alors, comment ce livre circule aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez une suite, que ce soit d'autres bandes dessinées, des ateliers, ou même une adaptation à travers un autre médium, comme une pièce de théâtre, quelque chose? Alors, effectivement, on a des contacts un peu dans le théâtre, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Là, pour l'instant, effectivement, on va animer des ateliers, je crois, en mars à la fête du livre de Bruxelles, avec plutôt jeune public. Et on va aussi, normalement, en 2027, participer à une exposition dans un centre d'art contemporain ici à Bruxelles. Donc, c'est pas tout à fait le même médium que la bande dessinée, qui est plutôt éditoriale. Là, on nous a invités, donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais voilà, on va être plutôt dans des œuvres plastiques qui s'accrochent au mur. Très bien. On doit encore réfléchir à tout ça. Bah, on le note. Alberto Tiama, rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Et juste pour donner la visibilité aussi, la continuité et d'avoir notre appuyé pour notre motivation aussi à ces exemplaires-là qu'on a laissé aussi, qu'on a donné et pourquoi pas de vraiment avoir ici beaucoup plus par rapport à celui-là et qu'on a sorti de ça et ce qu'on est en train de penser à obtenir. Ok, on vous entend. Merci, on vous souhaite le meilleur. De toute façon, Idée Noire, justement, la bande dessinée, Baraka Graphica. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le journal de France 24. C'est ainsi que nous fermons cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, d'Abidjan à Bangui en passant par Bruxelles. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité.